Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous pour votre 19h. Sans tarder, voici les titres de l'actualité de ce samedi 30 novembre. Nous commencerons par un anniversaire, les 75 ans de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO. Pour clôturer les célébrations, un ouvrage commémoratif a été remis au prince Albert II ce matin. Le souverain qui revient de déplacement et que vous entendrez dans ce journal dans le cadre de la compétition de rugby à 7 Emirates Dubai Sevens sur le parcours des Impies. Nous parlerons entrepreneuriat avec le visage emblématique de l'émission à succès Qui veut être mon associé. Éric Larchevêque participe à une nouvelle rencontre organisée par la Jeune Chambre économique et sera notre invité. Et puis dans la chronique des US, nous reviendrons sur le traditionnel Thanksgiving chez Rampoldi New York, ouvert il y a un an. Mais avant, nous irons à la rencontre des sœurs de route. Juliette et Sarah font partie de l'équipage monégasque engagé dans la folle aventure du rallye des gazelles. Les célébrations avaient été lancées avec une représentation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en février dernier. Et bien c'est aujourd'hui qu'elles se sont clôturées au Palais Princier avec le dévoilement d'un livre commémoratif. Le prince Albert II en a été le premier lecteur. Page après page, les 75 ans de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO sont retracés, comme nous l'explique Marie Monet-Blanc et Jean-Alexandre Dordet. Mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont contribué à la conception de cet ouvrage, c'était tout l'intérêt de cette avant-première. Les deux auteurs de leur côté se sont partagés un véritable travail de recherche. D'un point de vue historique, c'était passionnant, d'une part par la diversité des sources, puisque cela nous a permis d'explorer des fonds d'archives multiples et différents. Bien évidemment les archives ici à Monaco, que nous connaissons, les archives du palais, les archives du gouvernement, le SCADA, et également les archives de la mairie, la médiathèque, mais aussi le très riche fonds de l'UNESCO, les archives de l'UNESCO qui ont une dizaine de cartons et de dossiers concernant la principauté et son rôle à l'UNESCO. Et donc il a fallu explorer, fouiller, chercher, trouver parfois des pépites. C'était aussi de montrer à tout le monde le travail de l'UNESCO, qui parfois se réduit simplement à quelques sites. Et là on voit vraiment le travail au quotidien dans le monde entier. Donc c'est aussi un ouvrage qui a une visée pédagogique. L'histoire entre cette organisation et la principauté dure depuis maintenant 75 ans et les projets continuent. Il y a des pistes de réflexion à l'heure actuelle sur l'avenir dans certains domaines, notamment en matière d'éthique, d'intelligence artificielle, d'éthique sur les neurosciences également. Et à terme, il y a des travaux en cours de réflexion sur la santé mentale pour les enfants et les adolescents dans l'univers numérique. Donc ce sont des grands thèmes sur lesquels la société a à se pencher et pour lesquels effectivement les pays ont besoin d'avoir des lignes directrices. Le prochain rendez-vous est donné, ce sera dans 25 ans pour célébrer le 100e anniversaire de cette adhésion. Je vous le disais en titre, le prince Albert II s'est rendu sur le site de l'Emirates Dubai Sevens où a débuté aujourd'hui le tournoi international de rugby à 7 et où sont engagées deux équipes des Monaco Impies. Le souverain a souhaité soutenir les deux formations qui portent haut les couleurs de la principauté comme il l'avait fait l'an dernier. Je vous propose de l'écouter au micro d'Émilie Rousseau. Je leur souhaite beaucoup de succès pour ce tournoi qui est vraiment un très grand tournoi vous avez vu, c'est un vrai événement avec plusieurs autres activités, plusieurs autres sports, mais avec vraiment de très belles équipes et de très grands champions qui participent à ce tournoi. Et le fait que nous ayons une représentation aussi chez les jeunes, puisqu'il y avait deux équipes de jeunes aussi qui participent. Dans une autre division, mais que les Impies soient là encore cette année avec vraiment une équipe où il y a des Monégasques, ce qui est vraiment formidable, mais où il y a beaucoup d'étrangers et voilà, ça représente aussi un peu la dimension internationale du rugby en principauté. Voilà, et grâce aux efforts de tout le monde et de mon beau-frère Gareth Whitstock qui mène ce projet depuis plusieurs années maintenant. Je leur souhaite vraiment de très bien figurer et pourquoi pas de rêver à une place en finale. Et il n'y aura malheureusement pas de finale pour les Monaco Impies Développement dont l'aventure s'est arrêtée cet après-midi aux portes des demi-finales. Malgré un beau parcours et l'envie de réussir, cette équipe formée de joueurs de la Fédération monégasque de rugby et de l'AS Monaco Rugby n'ira pas plus loin que les quarts de finale du tournoi. C'est forcément une déception comme le relate Dorian Dantès. Le score ne reflète pas forcément le match. Je pense qu'on a joué une équipe qu'à domicile et ça a beaucoup joué au niveau de l'arbitrage. On nous a sifflé 12 pénalités contre nous, une seule en notre faveur.
ça a été compliqué, mais ce que je retiendrai de ça, c'est vraiment le groupe, il a été exceptionnel. Tous les mecs, il n'y en a aucun qui a triché. Ça se voit sur le nombre de blessés qu'on a eu. Il n'y a personne qui s'est échappé et ça fait vachement plaisir de rencontrer des mecs comme ça et d'avoir créé un bon groupe. C'est le début de quelque chose pour les Monaco Impis Développement aussi? Oui, franchement, je pense que oui. Je pense qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de groupe. On ne connaissait pas forcément les mecs avec qui on jouait, même si on s'entraîne le mercredi. C'est toujours différent de s'entraîner et de jouer à un tournoi. Là, je pense qu'il y a tout le monde qui a joué le jeu. On l'a vu sur le dernier match, tout le monde était très frustré parce qu'on voulait tous rendre à cette fondation, à Gareth, à la princesse Charlène, de tout ce qu'elles font pour nous. Et on voulait vraiment le rendre et tout le monde a joué le jeu, donc c'est vachement sympa. L'équipe première reste sur une victoire et 2 défaites. Il lui reste encore un match demain pour déterminer la suite de sa compétition. À vos marques, prêts, partez. La société nautique a lancé ce matin la 19e édition du Challenge Prince Albert II, une compétition d'aviron de mer qui regroupe chaque année les meilleurs rameurs du monde autour d'un objectif, faire gagner son équipe en décrochant la première place au classement général à l'issue du week-end. Un sujet de Gaëtan Lebrun et Massimo Piantoni. Près d'une centaine de rameurs sont présents ce week-end à Monaco pour le 19e Challenge Prince Albert II. Une édition extrêmement relevée cette année avec la présence de nombreux champions olympiques. On retrouve comme chaque année 4 épreuves au total, le simple homme, le simple femme, le double mixte et le 4 mixte, 2 épreuves individuelles et 2 épreuves en équipe, toutes sur une longueur de 4 km en mer. Et pour la première course de la journée, c'est l'Italien Davide Mumolo qui s'est imposé en simple devant Gabriel Soares et remporte à 30 ans son premier titre d'aviron de mer. It was so exciting because the lineup was exceptional with a lot of Olympic champions in it, and it was a tough race. When I saw that I was in front, I was so happy, and that's like a dream. L'épreuve la plus attendue de la journée était le double mixte. C'est la course la plus spectaculaire et qui demande le plus de synchronisation et de travail d'équipe. Et dans cette catégorie reine, c'est la paire portugaise Patricia Batista et Afonso Costa qui se sont imposés à l'issue d'un accrochage avec le bateau de l'équipe locale Quentin et Gaïa, les forçant à abandonner la course au profit des vainqueurs. Dans l'accrochage, j'ai tapé un de leurs taquets du bateau et ça a fragilisé ma pelle en carbone. Et ouais, donc on a pu repartir un petit peu après cet accrochage et j'entendais ma pelle qui craquait et qui montrait de bons signes de faiblesse. Et ça a claqué complètement, donc on a été obligé d'abandonner la course parce qu'au bout de 2 minutes, on était avec 3 avirons sur 4 et on n'arrivait plus à avancer, quoi. Donc. On est vachement déçus parce que ça nous arrive souvent ce genre de problème. Après, c'est l'aviron de mer et on sait qu'on a d'autres équipiers en solo qui sont très très forts et ce qui compte c'est le classement général. Et on sait que là maintenant on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne en 4 aujourd'hui et demain. It was really nice. It is our first time here in Monaco, in this race also, so be here winning this race. We arrived yesterday, everything in a rush, but lovely organization, lovely sea, lovely views. Yes, really nice. Les courses reprendront demain matin avec des duels organisés entre les équipes et les rameurs avant la célèbre cérémonie de clôture et de remise des médailles qui se fera en la présence de son Altesse le Prince Albert. La première édition de Monaco Inspire a eu lieu aujourd'hui. Cet événement est organisé sur une journée par la Jeune Chambre économique de Monaco au Méridien. Le concept, rencontrer et apprendre des entrepreneurs chevronnés. Parmi eux, Éric Larchevêque, figure emblématique et médiatique de l'entrepreneuriat en France. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Éric Larchevêque. Bonsoir. Vous êtes un des mentors de ce nouveau concept organisé en principauté. Pourquoi avoir accepté d'y participer ? Parce que dès qu'il y a des entrepreneurs, eh bien, j'ai envie d'aller. Tout ce qui permet d'inspirer, d'entreprendre, fait partie des valeurs que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et en plus, aller à Monaco, franchement, c'est toujours un plaisir. Quelle est la teneur de votre discours auprès des futurs ou jeunes entrepreneurs ? Alors je suis revenu sur mon parcours et ça a été l'occasion de partager un certain nombre de leçons entrepreneuriales, notamment sur comment rebondir face à l'échec,
comment en fait devenir une meilleure version de soi-même, notamment en s'ennuyant, ce qui peut être un conseil un petit peu étrange, mais l'ennui est à la base de la créativité, la créativité est à la base du succès. Donc j'ai essayé de partager voilà, un certain nombre de conseils et de retours d'expérience. Est-ce que vous vous adressez à votre audience de la même manière à Paris qu'à Monaco? J'entends par là, est-ce que vous adaptez votre message au territoire si la dynamique est différente? On sait que Monaco a ses particularités par exemple. Alors non, je ne vais pas adapter mon discours en fait à un territoire en particulier parce qu'un entrepreneur se doit d'être dans l'action et dans l'écoute. Et parfois, c'est même mieux s'il ne connaît pas tout à fait la dynamique. Moi, je suis allé entreprendre à l'étranger et parfois, quand on ne sait pas que c'est impossible, eh bien, on le fait. Et arriver dans un nouveau territoire ou changer un petit peu les règles du jeu permet justement à l'entrepreneur de sortir de sa zone de confort. Et donc, pour moi, le message le plus important, c'est d'être à l'écoute, mais pas forcément de savoir exactement ce qui va se passer parce qu'un entrepreneur a besoin de chaos pour justement pouvoir bien se révéler. Quels conseils pouvez-vous donner aux potentiels futurs entrepreneurs pour passer du concept à la réalité? Il y a un seul conseil qui fonctionne, c'est aller dans l'action. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire des choses, qui ont des idées, mais une idée n'a aucune valeur, seule son exécution compte. Donc une seule chose à faire, aller dans l'action. Et si on a du mal à aller dans l'action, eh bien il faut se piéger, comme par exemple annoncer à tout le monde qu'on va faire quelque chose, envoyer un email pour annoncer. Et une fois qu'on s'est piégé, qu'on n'a plus le choix, alors on est au pied du mur. Et là, on va faire les choses et à ce moment-là, tout va changer. Ce n'est pas le tout de se lancer. Quel est le secret de la réussite, s'il y en a un? Bien s'entourer? Alors, savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Il est essentiel de pouvoir trouver les bonnes personnes. Mais aussi, on sait que l'entrepreneur doit être résilient, c'est-à-dire qu'il ne doit pas renoncer, il doit continuer. Mais attention à ne pas être dans l'obstination, c'est-à-dire de faire toujours la même chose, de répéter, quitte à se cogner contre un mur. Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, ça s'appelle aussi la folie. Donc au contraire, il faut être persévérant, c'est-à-dire changer les choses, continuer, mais en changeant la manière. Si la porte elle est fermée, il faut passer par la fenêtre. Et c'est là aussi le propre dans l'entrepreneur, c'est de s'adapter à toutes les situations. Parmi les obstacles pour un entrepreneur, le syndrome de l'imposteur, vous dites que vous en avez souffert? Oui. Le syndrome de l'imposteur, c'est un élément difficile à vaincre parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on se compare en fait aux autres et donc en n'ayant plus confiance à soi-même, on n'a pas la capacité d'avancer. Donc pour vaincre le syndrome de l'imposteur, eh bien déjà il faut commencer par avoir un vrai regard sur soi-même pour dire ok, je sais faire ça, j'ai ça comme compétence. Donc un peu en méthode Coué parce que ça va être important de se faire du bien aussi. Ensuite, il faut arrêter de se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Comment est-ce que j'étais il y a 2 ans et voir le progrès en 2 ans, en 5 ans. Se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Et puis enfin, le dernier élément qui demande du courage pour sortir du syndrome de l'entrepreneur, eh bien là aussi, c'est de se lancer. On a du mal à parler en public, on pense qu'on est nul. Eh bien, on annonce une grande conférence et là, on n'a plus le choix. On va devoir parler en public et on doit sortir de sa zone de confort. C'est jamais facile, il faut se faire violence, mais c'est le prix à payer pour avancer. Aujourd'hui, vous inspirez les autres, mais qui vous a inspiré à vous? Alors, j'ai commencé à entreprendre en 1996, il n'y avait pas beaucoup de mentors, il n'y avait pas beaucoup en fait, de personnes qui pouvaient inspirer. On avait Bernard Tapie, l'émission Ambition, mais c'était à peu près tout. Donc, en fait, mon inspiration, je pense que je l'ai trouvée principalement dans des livres, de récupérer des conseils. Et j'ai surtout appris en fait, à m'écouter moi, à me faire confiance. Et ça a été un des grands éléments qui m'a permis d'avancer. J'ai eu cette chance de travailler cette confiance en moi qui m'a donné toute liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et finalement, c'est ça le plus important. Vous êtes connu du grand public aussi parce que vous êtes jury dans l'émission Qui veut être mon associé? Est-ce que vous pouvez nous livrer un petit mot sur cette expérience? Alors on vient de terminer le tournage de la 5e saison qui sera diffusée en janvier 2025. Qui veut être mon associé, c'est une émission qui met à l'honneur les entrepreneurs et qui permet de montrer en fait au grand public la manière dont cela fonctionne. Ça permet d'éduquer et de comprendre, rien que le fait de comprendre ce que veut dire de mettre 100 000 € contre 10% d'une entreprise, ça permet de lever le voile. On permet aussi de montrer que tout le monde peut être entrepreneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précurseur de l'entrepreneur. Il y a des jeunes, des moins jeunes, de grandes villes, de petites villes.
Par contre, évidemment, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais en tout cas, on peut voir que ça peut venir de partout. Et je pense enfin que cela permet de réconcilier, alors là, surtout les Français, avec la notion d'entreprendre, de réussite et de succès, et de sortir des vieux clichés, en fait, qui font que lorsque quelqu'un a réussi, c'est parce que forcément il a volé. Non, on voit que ce sont des personnes qui travaillent très dur pour y arriver. Et donc, je pense que cette émission est vraiment d'utilité publique en cela. Merci infiniment, Éric Larchevêque, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Recueillir un maximum de dons pour financer la recherche médicale sur les maladies rares, tel est l'objectif du Téléthon qui a commencé hier. Pour faire mieux qu'en 2023, il faudra collecter plus de 92,9 millions d'euros. À Monaco, la mobilisation aura lieu en 2 temps. La première partie se déroulait aujourd'hui sur la promenade Honoré II et à la Maison des Associations, où nous emmènent Christine da Petit-Homel et Massimo Piantoni. La principauté se mobilise une fois encore pour le Téléthon, une cause qui touche tout le monde tant elle est importante. Et cette année, cette édition a une saveur encore plus particulière car la recherche avance à grands pas et les résultats commencent à apparaître. L'objectif est donc, vous l'aurez compris, de recueillir un maximum de dons pour financer la recherche médicale sur les maladies génétiques. C'est le chanteur Mika qui est le parrain de cette 38e édition. La recherche a beaucoup avancé puisque nous arrivons maintenant à guérir des maladies par des thérapies géniques. La plus grande victoire étant l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui atteint les muscles et qui rend les enfants très malades et souvent avec un espoir de vie de 2 ans. Non seulement on est arrivé à trouver un traitement, mais il y a actuellement un test qui s'appelle DEPISMA et qui permet de détecter cette maladie juste à la naissance et donc de permettre de traiter l'enfant avant qu'il soit malade. Les résultats sont prodigieux. Le miracle cette année, ce sont les 2 petites jumelles que vous verrez avec Mika sur les écrans, qui toutes les 2 ont été dans un département où le dépistage avait lieu, qui toutes les 2 étaient malades et qui toutes les 2 ont été traitées. Donc c'est une double miracle du Téléthon. L'an passé, près de 93 millions d'euros ont été récoltés selon les chiffres publiés par l'association AFM Téléthon. Et la principauté participe, elle aussi, activement pour collecter toujours plus d'argent. Avec le Téléthon, je crois que cette année et les reportages qu'on voit sur les télévisions nationales et autres nous montrent que les efforts que tout le monde fait depuis des années, et bien sûr on participe, montrent des résultats vraiment probants. On voit des enfants qui ne pouvaient pas marcher, qui aujourd'hui marchent, montent, courent des escaliers et ça nous touche beaucoup. Donc voilà pourquoi le Téléthon a une saveur particulière, particulièrement cette année. Des bikers venus tout droit de Marseille étaient aussi de la partie aujourd'hui sur la promenade Honoré II. L'objectif, montrer une autre facette des motards, mais surtout soutenir cette belle cause en donnant de son temps. On est des bikers propres, gentils, et on aime les gens, voilà, tout simplement. Et du coup, vous les amenez sur votre moto faire un tour. Racontez-nous, ça se passe comment aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, les gens viennent comme ils veulent. On les équipe d'une charlotte, d'un casque, et puis on leur fait faire un petit tour de la ville. Et vous êtes combien de bikers ? Là, nous sommes venus à 10 de Marseille et nous avons rejoint ceux de Monaco. Tour de moto, stand, flash mob, ou même l'homme à la barbe blanche est venu effectuer quelques pas de danse avant de poser avec les enfants dans le studio mis en place spécialement pour l'occasion par le club Images de Monaco. Une photo souvenir avec le Père Noël comme un pied de nez à la maladie, car n'oublions pas que le Père Noël réalise tous les vœux les plus chers. La suite de l'opération est prévue l'année prochaine, les 18 et 19 janvier. Dans le prolongement du déplacement d'une délégation monégasque à Singapour, notre équipe a rencontré Rujdi Ajar, organisateur du White Collar Boxing, un événement à la fois sportif et solidaire qui sera organisé en juin prochain en Principauté. Super événement que nous avons organisé avec Marina Bessens dans le théâtre qu'ils ont dans l'arène de l'hôtel. C'est un combat de boxe qui en fait est offert à des white collar boxers. White collar, ce sont donc des banquiers, des avocats, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui participent à un séjour de 12 semaines d'entraînement pour apprendre tous les vices de la boxe, toutes les contraintes, tous les challenges. Et on leur offre, après ces 12 semaines, ce super gala
où ils peuvent amener tous leurs supporters pour justement donner l'envie de se défier, de se challenger. Et c'est une magnifique opportunité pour eux pour apprendre les valeurs de la boxe dans le ring et hors du ring. Et justement, même après ces 12 semaines, même après ce combat, ils gardent avec eux ces valeurs et ça les aide beaucoup dans leur vie d'entrepreneur ou dans leur vie de tous les jours. Et surtout pour la bonne cause, puisque nous organisons une vente aux enchères pendant l'événement et nous essayons vraiment d'aider des œuvres caritatives dans le monde entier. Et donc tout le monde se réunit pour la bonne cause, pour le fun et pour le spectacle, puisque nous mettons aussi en valeur des boxeurs professionnels et amateurs, des stars montantes. Donc un super événement. Des propos recueillis par Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Ces jeunes filles s'apprêtent à relever un défi et pas des moindres, s'élancer dans le désert marocain pendant 9 jours. Sarah et Juliette, alias les Sœurs de Route, vont participer au Rallye des Gazelles en avril prochain sous les couleurs du drapeau monégasque. Le portrait de ces deux amis, c'est avec Fabien Bonilla et Thomas Deus. On est préinscrite au Rallye Aïcha des Gazelles pour l'édition 2025. Elles se sont rencontrées il y a 4 ans lorsqu'elles travaillaient ensemble pour la direction de la communication du gouvernement. Juliette y est encore, chargée de production. Quant à Sarah, elle a rejoint la Sûreté publique il y a près de 3 ans. Mais elles ne se sont jamais quittées et ont décidé de partir vivre une aventure incroyable qui devrait souder leur amitié encore plus s'il en est, le Rallye Aïcha des Gazelles. Juliette et Sarah ont réuni leurs amis et leurs partenaires dans le bar-restaurant Le Rouge et le Blanc à Fontvieille jeudi pour une soirée de lancement, le lancement de leur association Sœurs de Route. Ça faisait 4 ans que j'avais envie de faire le Rallye des Gazelles et j'ai appelé Sarah. En fait, je trouvais personne et puis je l'ai appelée cet été en catastrophe en lui disant « Sarah, j'ai un truc à te dire, est-ce que tu veux faire le Rallye des Gazelles avec moi ?» Et elle m'a dit oui. J'ai dit oui. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'on est assez folle pour faire le Rallye Aïcha des Gazelles ensemble. Vous attendez à quoi à travers cette aventure ? Est-ce que vous êtes prête ? Bah, bien sûr. On est prête, ça c'est sûr. On s'attend à quoi Je ne sais pas. À vivre une aventure de ouf, à pleurer tous les jours, à pleurer tous les soirs et à se regarder et à se dire que je l'aime encore plus que maintenant. Ouais, et voilà. C'est ça. Ouais. Un défi humain, mais c'est aussi un défi solidaire. Il faut savoir qu'en 2019, Sarah a appris qu'elle était atteinte de la sclérose en plaques. Cette aventure pour ces deux amies aura pour but donc de soutenir la Fondation France Sclérose en plaques. Et pour cela, elles ont besoin de vous. On a besoin de 3 choses. On a besoin d'apports financiers, effectivement, sous forme de sponsoring via des sociétés, que ce soit françaises ou monégasques. On a également besoin d'apports matériels. Donc là, pareil, ça peut être sous forme de sponsoring. Et on va avoir besoin aussi de dons de particuliers. Et le but étant de pouvoir participer, donc payer les frais de participation, payer tout le matériel, tout ce qui est gestion, tout ça, et en même temps de récolter un maximum de fonds qu'on reversera entièrement à la Fondation France Sclérose en plaques. Le départ du Rallye Aïcha des Gazelles se déroulera dans le désert marocain du 11 au 26 avril. Entre-temps, il faut trouver le budget pour pouvoir mener à bien cette aventure. Un premier donateur s'est fait connaître lors de la soirée de lancement, mais cela ne suffit pas. Sarah et Juliette devront récolter 32 000 € pour mener à bien leur projet. Elles ont donc besoin de vous. N'importe qui peut faire un don par le biais de la cagnotte Ulule que vous pouvez retrouver sur le site internet sœursderoute.com. Une aventure humaine que nous suivrons bien sûr sur Monaco Info. Il est journaliste, expert en économie et écrivain. Alan Friedman était l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation mercredi dernier. L'Américain a livré son analyse notamment sur les conséquences internationales de l'élection récente de Donald Trump dans une conférence intitulée « La fin de l'Empire américain, bienvenue dans le nouveau désordre mondial ». En marge de ce rendez-vous, Christophe Paco a pu s'entretenir avec le spécialiste. Voici leur entretien. Bonsoir Alan Friedman. Bonsoir. Très intéressant avec vous de parler de la fin de l'Empire américain après l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que le monde risque aujourd'hui avec l'arrivée à nouveau au pouvoir de Donald Trump? Le déclin du pouvoir américain, c'est un processus très dangereux parce que maintenant nous aurions l'instabilité. Mais l'élection de Donald Trump, ce n'est pas la cause de ce problème, mais une manifestation du crainte, du conflit social en Amérique. Et l'arrivée de Trump avec sa vision anti-européenne, pro-Poutine, anti-NATO, à faveur des tarifs,
tout ça, c'est un isolationnisme, une vision pas internationale. Et donc, la vérité est que Trump est un populiste, un peu comme Marine Le Pen pour les non-nations en Allemagne, ou si vous voulez Salvini en Italie, ou Viktor Orban en Hongrie. C'est un type de politicien très nationaliste. C'est votre sentiment ce soir. Et on se dit qu'avec ce qui vient d'arriver au niveau des droits de douane aujourd'hui, on sait qu'on augmente pour la Chine, pour le Canada, pour le Mexique, toujours plus, quasiment 25% pour la douane. La guerre contre la Chine sera plus forte. Avec le Canada, peut-être quelques négociations est possible. Contre l'Europe, j'ai l'impression que Trump n'a pas dit encore rien des menaces vers l'Europe. Et quand il dit, Donald Trump, qu'il peut régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie en une journée, en 24 heures, est-ce qu'on peut le croire? Trump a toujours pris la part de Poutine. Moi, je serais très sceptique. J'ai des doutes parce que Trump peut tronquer, trop couper l'Ukraine et laisser à Poutine une belle grande pièce d'Ukraine. Bien sûr, une grande place, oui. C'est ça sera la solution du paix pour l'Ukraine. Ce n'est pas paix, c'est une victoire russe. Signifie que le reste de l'Europe sera plus vulnérable. Et la première fois dans l'histoire des États-Unis que nous avons en Maison-Blanche un homme antidémocratique qui aime les dictateurs et veut être un dictateur. Alors, je ne suis pas ici à dire que l'Amérique devient un dictateur, non. Mais je crois que l'Amérique peut devenir une oligarchie. Une oligarchie avec Elon Musk et autres milliardaires, Jeff Bezos, Peter Thiel, tout le groupe de Silicon Valley, et pas seul, qu'ils font business, des conflits d'intérêts. Pour ces oligarques, bien sûr. Et ça, c'est tout nouveau pour nous, Américains. Merci d'avoir pris du temps pour nous et d'avoir fait l'effort de parler en français avec nous ce soir. Alan Friedman, merci beaucoup. Merci à vous. En parlant d'Amérique, jeudi dernier, la communauté américaine a fêté Thanksgiving. Nous l'avons évoqué hier avec la soirée organisée au Marius, ancien Stars and Bars. Eh bien, nous vous proposons de vivre cette tradition aujourd'hui telle qu'elle est fêtée aux États-Unis. Et pour cela, nous retrouvons notre correspondante Alexandra Pani. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, Thanksgiving est toujours très attendu ici aux États-Unis. C'est un jour férié. Et pour les New-Yorkais, l'une des grandes traditions, c'est la parade Macy's, retransmise en direct à travers le pays. Elle démarre à 8h30 sur la 77e rue, à l'ouest de Central Park, et termine 3 heures plus tard à Herald Square devant le grand magasin Macy's. Et cette année, malgré une pluie battante, 3 millions de personnes sont venues quand même assister au spectacle. Et certains n'ont pas hésité à prendre place dès le petit matin pour avoir la meilleure vue. Pour cette édition 2024, la parade comptait 22 ballons géants, 34 chars et de nombreux performeurs live. Thanksgiving serait célébré aux États-Unis depuis 1621, lorsque des colons anglais appelés les Pères Pèlerins auraient partagé un repas avec des Amérindiens pour honorer leur excellente récolte et leur survie après un hiver très rude. Aujourd'hui, c'est une journée placée sous le signe de la gratitude et de la reconnaissance que l'on passe en famille ou entre amis autour d'un bon repas. Et pour vous aider à reproduire ce célèbre repas traditionnel, je suis allée demander conseil à la chef Marissa Mazzaro du restaurant Rampoldi New York. On écoute ses précieux conseils pour un repas de fête réussi. Usually it's the turkey, right? Because it's, you know, one of the big animal, right? So it's something to share with everybody because it's a lot of people, a lot of family. That's why. So we're doing a chicken breast and the thighs and the legs. So then for us, we poach the turkey breast and then we confit the turkey legs.
I usually like to brine the turkey itself. Brine it overnight, or 12 hours to 24 hours, depending. So it's a cold brine, depending on what flavors you want. So that's the beauty of it, of the brine, is whatever flavors you want the turkey to have. And then after that, if you want like something like this, so we basically, once you take it out of the brine, we put it in the fridge for a little bit, just so the skin dries a little bit. Right, so then by the time, and then this is raw still after you've brined it, and then after that you take it out and then you put it in the oven. So a lot of people put a little bit of butter underneath the skin, inside, and then obviously a lot of herbs, right, inside in the cavity, and then you just baste it. You want to make sure you baste it a lot, so then you get the crispy skin later on. And be careful, obviously, just watching the temperature. Usually it's with cranberry sauce because it's very traditional. Brussels sprouts, which is in season in November and December, during the winter time. And we have some stuffing too, which is for us. We have a chestnut sausage, Italian sausage, and chestnut stuffing. And also we have a potato puree. And then we use the turkey jus from the same, from the bones and everything. We cook that through, and that's going to be the sauce to finish it off. And then that's it. J'espère que cela vous aura mis l'eau à la bouche et vous donnera envie de venir découvrir les traditions de cette fête en personne lors d'un prochain voyage aux États-Unis. Oui Alexandra, on programme ça rapidement. Revenons à Monaco, et cette information s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaiteraient acquérir une jolie expérience dans l'événementiel. La direction des affaires culturelles propose aux jeunes de 18 à 30 ans de participer à l'organisation de la 3e édition de la scène ouverte du Fort Antoine en juillet. 4 profils ayant un lien avec la principauté sont recherchés. Si cela vous intéresse, envoyez donc votre candidature à fortantoine@gouv.mc au plus tard le 20 décembre. Quand l'art et la gastronomie se rencontrent, ça donne ça, une exposition baptisée Gourmandise à la table des artistes, dans laquelle les artistes de l'AIAP célèbrent les traditions pâtissières françaises et italiennes, macarons, éclairs, brioches ou tiramisu, zeppole et sfogliatelle, tout en s'inspirant des compositions du peintre Jules Larcher. Pour découvrir cette expérience immersive composée de peinture mais aussi de photographie et de sculpture, rendez-vous à l'AIAP sur le quai Antoine Ier jusqu'au 5 décembre. Attention, c'est déjà ce jeudi. Un coup d'œil sur vos prévisions météo et demain le soleil brillera toute la journée. Les températures varieront de 6 à 13 degrés. Notez enfin que nous fêterons en ce dimanche 1er décembre la Saint-Éloi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui nous embarque en pleine mer, aux côtés de l'élite mondiale de l'aviron qui participe en ce moment même au challenge Prince Albert II. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'info.